Bienvenue sur Toutoui, un podcast qui vous raconte l'actualité d'hier, présenté par Sandrine Brugot. On lit dans le Petit Journal que le 8 novembre 1876 vers midi, des enfants qui jouaient au bord de la Seine, à 200 mètres de la fabrique de bougies du sieur Cuisinberge, ont aperçu dans l'eau, à 5 mètres du bord, un paquet assez volumineux. Effrayés, ils hèlent le sieur Le Guen qui passe non loin de là sur son radeau destiné à retenir les matières graisseuses qui sortent des égouts à cet endroit. Il tire le paquet de l'eau sans mal. Il est enveloppé d'un linge retenu par des épingles. Il les ôte, écarte le tissu et découvre la partie supérieure du corps d'une femme. Le corps a été coupé en deux à hauteur des reins. La colonne vertébrale est tranchée avec une véritable science de l'anatomie. Les parties sanglantes du corps sont couvertes de sciure de bois. Les mains semblent liées ensemble, la tête enveloppée dans un morceau de linge raccommodé. Pas de viscères. Le corps est ouvert jusqu'au sein. Le commissaire de police de Saint-Ouen arrive sur les lieux et fait chercher l'autre partie du corps. Au bout de quelque temps, on la trouve à 300 ou 400 mètres de là. Les jambes sont repliées sous les cuisses et liées séparément. Les intestins sont enveloppés dans un jupon retenu par une corde. Il y a une grosse pierre dans ce ballot, probablement destinée à lester le paquet. Voici le signalement de la victime. 1,55 m, cheveux bruns coupés ras, nez pointu, visage ovale et maigre type auvergnat, avec des mains d'ouvrière ou de domestique. 30 ans environ. Elle ne semble avoir séjourné qu'une journée dans l'eau. Je ne sais pas ce que le reporter entend par type auvergnat, sans doute une allusion aux mal nourris. Tout indique une femme du peuple, y compris le jupon en indienne noire à fleurs jaunes. Avec cette femme coupée en deux et jetée à la Seine, on est bien au début d'une sale affaire. Suivons le reporter du Petit Journal à la morgue où on a transporté le corps pour qu'il soit exposé à la vue de tous et reconnu. Elle se trouve depuis 1864 quai de l'Archevêché à la pointe orientale de l'île de la Cité, derrière le chevet de Notre-Dame. Dès le lendemain, 11 novembre, un grand nombre de personnes se pressent à la porte du funèbre établissement malgré le froid. L'affluence est telle que la police doit prendre des mesures afin d'éviter l'encombrement à l'extérieur aussi bien qu'à l'intérieur de la morgue. Les visiteurs entrent par une porte et sortent par une autre sans pouvoir stationner plus d'1 minute face au cadavre. Les deux parties du corps sont placées sur une dalle légèrement inclinée pour qu'on le voie mieux. Le public ne peut pas voir la découpe faite par l'assassin car elle est recouverte par la toile qui emballait le corps. Les cheveux ont été coupés à ras, probablement par l'assassin. On croirait que cette tête vit encore. Les yeux sont ouverts. La bouche oscille et montre une rangée de dents très blanches serrées par les contractions de l'agonie. Le nez est effilé, mince, la figure longue, ovale, maigre, osseuse même. L'expression est celle d'une personne qui, en regardant un objet, aurait été frappée de terreur. Les pieds, à découvert jusqu'à mi-jambe, laissent voir les traces profondes de cordes entrées dans les chairs. C'est aux pieds qu'était attachée la pierre qui devait maintenir cette partie du cadavre au fond de l'eau. On trouve les mêmes traces aux poignets, mais moins profondes. La tête est photographiée ainsi que les fragments de son jupon. Le docteur Bergeron, médecin légiste auprès du parquet, estime que la mort remonte à 12 heures avant la découverte du cadavre. Il évoque un possible accès de violence et un coup porté avec une longue lame de bas en haut du ventre, laissant les intestins s'échapper. Puis l'assassin aurait coupé sa victime en deux pour faciliter le transport. On attend beaucoup de l'exposition à la morgue. La victime ne devait pas vivre tellement isolée que sa disparition ne soit remarquée par quelqu'une des personnes avec qui elle était en relation. 5 ou 6 personnes ont déjà cru la reconnaître et ont fait des déclarations en ce sens. Une femme en particulier, une passementière de Montmartre, affirme que la victime a travaillé chez elle il y a 6 semaines. Elle l'a quittée car malade, elle a dû entrer à l'hôpital.
Cette femme est très précise dans ses affirmations. Tiendrait-on une piste dans cette sale affaire qu'on appelle, dans les journaux, le mystérieux crime de Saint-Ouen? Le lendemain, 12 novembre, l'affluence à la morgue est encore plus considérable. 10 personnes affirment reconnaître la morte. Mais elles sont trompées par des ressemblances dues à la décomposition du visage. La police est sur les dents car à force de suivre de fausses pistes, elle pourrait passer à côté de la bonne. Quelles sont les hypothèses en présence? La première, c'est que le cadavre de cette femme a pu être volé dans l'amphithéâtre d'un hospice parisien pour servir de sujet d'étude à un étudiant en médecine qui l'aurait jeté à l'eau après ses travaux anatomiques. Mais un tel vol est chose difficile, voire impossible. La seconde, plus vraisemblable, est que cette inconnue était la femme ou la maîtresse d'un marinier ou d'un patron de bateau marchand venu de Saint-Denis, de Pantin ou de Saint-Ouen. En effet, l'enquête établit que les nœuds qui attachaient les jambes et les mains de la victime étaient des nœuds de marin. On souligne par ailleurs que la morte a des mains rugueuses et fortes, habituée par exemple à manier l'amarre ou l'aviron, aussi bien qu'à laver le linge. Les recherches les plus actives sont donc entreprises pour découvrir le bateau duquel la femme aurait disparu. On le voit, la police à nouveau ne possède que très peu d'indices pour débuter son enquête. C'est faute de mieux qu'elle s'oriente vers le monde des mariniers. Le lendemain, ce ne sont pas moins de 68 000 visiteurs qui se pressent à la morgue, dont beaucoup de mariniers et de patrons de bateaux, écrit le petit journal, notre guide dans cette sale affaire. Je me suis livré à un petit calcul. 68 000 visiteurs en une seule journée, ça paraît vraiment considérable. Mais on trouve encore des gravures publiées à l'occasion de ce fait divers qui prouvent l'affluence considérable. Des femmes s'évanouissent. Le cas est prévu et un médecin se trouve au greffe de la morgue pour leur donner les soins nécessaires. Plusieurs personnes pensent à nouveau reconnaître la malheureuse. En particulier un charbonnier dont la femme a disparu en même temps que 16 000 francs en billets de banque. On conduit le charbonnier à M. Jacob. Le chef de la sûreté et plusieurs agents partent poursuivre différentes pistes du côté de Nanterre et Bougival et reviennent par Gentilly. C'est là qu'ils découvrent dans un humble garni la femme du charbonnier en compagnie d'un solide gaillard, jadis son employé. On retrouve aussi les 16 000 francs, moins 300 francs déjà dépensés. Le mari récupère son argent. Quant à sa femme, que le gaillard la garde. Le couple adultère et voleur est remis entre les mains du commissaire de Gentilly. Monsieur Bressel, juge d'instruction, adresse à toutes les mairies des photographies et un signalement de la femme coupée en deux. Il veut s'assurer qu'aucun cadavre n'a pu sortir d'aucun hôpital de Paris ni des environs. Grâce à un travail de fourmi dont la police est alors coutumière, les numéros de sortie dans les hôpitaux et d'entrée des cimetières sont contrôlés pour tous les établissements parisiens. Rien d'anormal. Pourtant, la morgue vient de recevoir une missive ainsi rédigée. Après avoir lu les détails se rattachant au soi-disant crime de Saint-Ouen, je suis de l'avis de beaucoup de personnes qu'il n'a été commis aucun crime. La personne est tout simplement morte à l'hôpital et son corps donné ensuite à un carabin, chose qui arrive tous les jours. Si ces quelques mots peuvent vous être utiles, je suis heureux de vous les communiquer. Le message est signé des 2 lettres G.D. Tous les chemins de l'île Saint-Denis-Saint-Ouen et du quai de Halage sont fouillés. Aucune trace du crime. Plus de 100 agents sont chaque jour au travail. Ils cherchent des traces et des empreintes de roues, de brouettes ou de carrioles. Ceux qui ne battent pas les berges de la Seine vérifient les déclarations des gens qui reconnaissent la morte à la morgue. Un militaire affirme qu'il s'agit de sa Païse, disparue depuis quelques jours. On l'accompagne à Ménilmontant, où il est caserné, et on retrouve sa Païse chez un monsieur Muller, restaurateur, où elle s'est fait embaucher pour se rapprocher d'un certain artilleur de sa connaissance. Bientôt, la police aura mis la main sur toutes les femmes brunes qui ont quitté le domicile conjugal. On vérifie aussi la déclaration d'une vieille femme qui se trouve mal à la vue du cadavre.
Elle est sûre d'avoir acheté elle-même le jupon de la morte. On l'a conduit au chef de la sûreté. Il y a aussi un couple de rentiers qui reconnaissent leur ancienne bonne, Clémence. Encore une fausse piste. On ne se figure pas le nombre de personnes qui, sous le prétexte d'avoir reconnu la victime, cherchent à pénétrer près du chef de la sûreté, harcelés, fatigués, surmenés et obligés de faire recevoir ces nombreuses déclarations par son secrétaire, M. Villa, la plus insignifiante en apparence pouvant être la vraie. M. Fouquetot, commissaire du quartier de Saint-Méry, chargé de son côté de tirer au clair les déclarations qui paraissent les plus sérieuses, fatigue 20 chevaux par jour et dans toutes les directions pour les vérifications. Au 20 novembre, on compte 48 reconnaissances offrant quelques caractères de véracité. On ne compte plus les autres. Il faut aussi gérer toute une foule de policiers amateurs et autres conseilleurs. L'un d'eux, se disant négociant sans affaires, s'offre à trouver la piste en quelques jours, moyennant une certaine somme d'argent payable d'avance. Le petit journal cite un autre conseilleur, un fou, on peut le dire sans crainte de se tromper, écrit le reporter. Il demande au commissaire si pendant l'autopsie, on a gratté les ongles de la main de la victime. Ce qu'on y recueillerait pourrait s'analyser et indiquer l'occupation et les habitudes de la morte. Eh bien, M. Jacob, n'y tenant plus, fait expulser cet excentrique de son bureau. Je vous rappelle que nous sommes en 1876. Il faudra encore du temps pour que les prélèvements sur les cadavres aient droit de citer dans les enquêtes. Le 16 novembre, il n'est plus possible de conserver le cadavre à la morgue car la décomposition est trop avancée. Il n'y a pas encore alors de système de réfrigération pour favoriser la conservation. Le visage de la victime est donc moulé par M. Tacherlich, écrit le Petit Journal, afin d'en conserver les traits. Il s'agit en fait de Jules Talrich, sculpteur, embaumeur et céroplaste, c'est-à-dire qu'il modèle la cire. Il est statuaire modeleur d'anatomie à la faculté de médecine de Paris depuis 1862. Il a en outre une pratique médico-légale régulière, réalisant pour la morgue de Paris des reconstitutions visant à permettre l'identification des victimes. Le moulage du visage de la morte de Saint-Ouen est colorié afin de donner au trait l'animation qu'il devait avoir de son vivant et pouvoir ainsi la reconnaître. Un exemplaire est exposé à la morgue, d'autres sont confiés aux agents en mission. Monsieur Bressel, juge d'instruction, fait draguer le fleuve sur une longueur d'une demi-lieue à partir du point où on a trouvé le corps. Il espère pêcher des peignes ou des objets ayant appartenu à la morte qui permettraient de l'identifier. Toutes les administrations des hôpitaux, des couvents, des fabriques de Saint-Denis, Saint-Ouen, Gentilly, Épinay, Enghien, etc. et autres établissements où se trouvent des femmes à Paris et dans la banlieue sont contrôlées afin de trouver trace de la sortie ou de la disparition d'une femme répondant au signalement de la morte. La victime, toujours inconnue, est enterrée le dimanche 20 novembre au cimetière d'Ivry, dans la section réservée aux suppliciés, au corps de la morgue et des hôpitaux non réclamés, après une cérémonie religieuse dans une des chapelles de Notre-Dame. Désormais, à la morgue, les visiteurs voient sa photo et bientôt le moulage de M. Talrich. Les identifications fantaisistes se poursuivent. Une femme reconnaît sa sœur. Des agents se rendent même à Bordeaux sur les traces d'une certaine Thérèse. Le 22 novembre, pour la première fois depuis la découverte du cadavre, 10 jours plus tôt, le Petit Journal ne publie aucun article sur le mystérieux crime de Saint-Ouen. L'affaire semble s'épuiser. Elle revient le 26 novembre pour une nouvelle identification. La malheureuse coupée en deux serait une certaine Marie qui vivait rue des Trois Frères à Montmartre avec un ancien sous-officier d'infanterie médaillé et retraité nommé Biloir. C'est un homme aux manières calmes, bienveillantes et douces, paraît-il. Marie a été vue pour la dernière fois le 7 novembre par la concierge, Madame Bruno. Ne la voyant pas, elle a demandé à l'ancien sous-officier où elle était. Il aurait répondu qu'elle avait trouvé à se placer comme domestique rue Saint-Denis.
Si la police interroge cette concierge, c'est qu'un marchand d'habits est venu déclarer que l'inconnue de la morgue était la maîtresse du sous-officier qui venait souvent avec elle au café Charles, boulevard Ornano, ou chez le marchand de vin de la rue Poncet. Mais on ne les a vus ni l'un ni l'autre depuis la sinistre découverte de Saint-Ouen. Cette piste, comme bien d'autres, est suivie par un agent, qui se présente avec une photo de la morte à l'ancien domicile de Marie et de Billoire. La concierge est formelle. C'est elle. Tiendrait-on une vraie piste cette fois? Pour s'en assurer, M. Bressel, juge d'instruction, demande qu'on lui amène l'ancien sous-officier dans son bureau. Billoire semble très troublé et répond en bégayant aux questions du magistrat instructeur. Plus il bégaye, et plus il éveille l'intérêt du magistrat. Messieurs Bressel, Fouquereau et Jacob se rendent donc 51 rue des Trois Frères, au domicile du sous-officier pour une perquisition. Mais il n'est pas arrêté car, écrit le petit journal, cette fouille l'innocente de tous les bruits qui courent sur son compte. Par contre, le journal a 3 de ses reporters à Auvers, L'Isle-Adam et Méry-sur-Oise, et il se pourrait bien qu'ils aient une grosse nouvelle pour bientôt. La vraie. Mais non, en fait. C'est encore une fausse piste, et dès le lendemain, 27 novembre, le quotidien se focalise sur le sous-officier. Billoire est âgé de 57 ans. Il est consigné à la disposition de la police car on n'a pas encore retrouvé sa compagne qui a disparu depuis le moment du crime de Saint-Ouen. Elle s'appelle Jeanne-Marie Lemanard, veuve Bélanger, 27 ans, née à Pédernec, dans les Côtes-du-Nord, actuelle Côte-d'Armor. Elle vivait jusqu'au 7 novembre avec Billoire, 51 rue des Trois Frères, et dans le quartier, plus d'un assure que c'est bien elle dont l'image est exposée à la morgue. Aucun doute. On dit aussi qu'elle avait de l'argent, mais que pour la moindre dépense, il fallait qu'elle en demande à Billoire. C'est donc qu'il tenait les cordons de la bourse. Tous les deux allaient quotidiennement se promener du côté de Saint-Ouen. On les voyait souvent au café Charles ou chez le marchand de vin de la rue Poncet. On précise que lui était toujours correctement vêtu, mais très simplement. Il ne lui donnait jamais le bras, elle le suivait comme un chien. On en conclut donc qu'ils n'étaient pas très unis. On dit aussi qu'il lui a coupé les cheveux pour la dénaturer, car elle avait, ou elle a, une très luxuriante chevelure. Alors, ce Billoire, qu'en est-il? Eh bien, il s'indigne devant le commissaire Fouquetot qu'on puisse le croire capable d'un si horrible forfait. Il explique que Marie l'a quitté parce qu'il ne pouvait plus la nourrir avec sa pension. Avec ça, ils ont pris l'habitude d'aller au café. Ça coûte cher. Il y a 3 semaines, Marie lui apprend qu'elle va chez une amie à Saint-Denis, qui peut lui procurer une place. Ils se disputent, il la frappe. Le jour dit, le 7 novembre, elle part sans lui dire au revoir. Le juge Bressel parvient à faire sortir le sous-officier de ses gonds à force de questions et d'insinuations. Marie, mais c'est à la police de la chercher et de la trouver. Ce n'est pas la femme de la morgue. Marie est plus forte, elle a le visage plus rond. Le juge lui demande pourquoi, depuis le 7 novembre, il ne va plus au café Charles. Pourquoi? Mais parce qu'il n'a pas envie d'étaler ses déboires conjugaux devant tout le monde. À cause de la différence d'âge, il serait la risée du quartier. Et puis tenez, il ne connaît même pas son nom de famille à la Marie. Billoire s'en tient à ses affirmations et ne sait de rien. La police le garde au dépôt, mais n'a rien contre lui, si ce n'est que sa compagne a disparu. Elle suit donc d'autres pistes, en plus d'approfondir le cas Lemanard, épouse ou veuve Bélanger. Justement, une Marie Bélanger, bretonne et habitant rue des Trois Frères, se serait présentée à une femme Madrigo de la rue du Palais-Royal. La compagne de Billoire, donc, qui ne serait pas morte, mais chercherait en effet à se placer comme domestique. Le reporter du petit journal souligne qu'il ne se trompait pas en pressentant l'innocence du sous-officier et sa prochaine mise en liberté. D'ailleurs, M. Jacob furait toujours dans les environs de Paris. Certaines pistes dont il a été question ne sont pas abandonnées, mais impossible d'en dire plus, même si un résultat prochain paraît certain. Les lecteurs du petit journal seront les premiers à lire la nouvelle certaine et définitive.
Mais malgré les certitudes du journaliste, l'étau se resserre autour de Biloir. Les magistrats instructeurs perquisitionnent son domicile. Cheminée et parquet sont examinés, mais on trouve aucune trace compromettante. Si la morte est Jeanne-Marie Lemanard, la malheureuse n'a pas été tuée dans le logement. On apprend ensuite comment Biloir et la Bretonne se sont connus. En 1875, il est commis aux écritures dans un bureau de placement du boulevard Poissonnière. Marie-Jeanne s'y inscrit alors pour trouver une place. C'est d'ailleurs Biloir qui écrit son nom dans les registres. Comment peut-il à présent prétendre l'ignorer? À l'époque, elle a 1800 francs d'économie et pendant sa liaison avec le sous-officier, elle reçoit plusieurs fois de l'argent. Est-ce que le sieur Biloir s'intéresserait particulièrement aux jeunes femmes disposant de quelque argent? Il a déclaré à la police qu'il n'avait jamais vécu avec aucune femme avant Jeanne-Marie Lemanard. Pourtant, le concierge du 36 rue Feutrier, qu'il a reconnu à la morgue, affirme qu'elle a vécu rue Feutrier avec Biloir, mais qu'avant elle, il y a eu une autre Bretonne. Elle s'appelait également Marie-Jeanne et était première ouvrière de la maison Godillot où elle gagnait 7 à 8 francs par jour, ce qui est un bon salaire d'ouvrière. Mais cet argent, c'est Biloir qu'il buvait dans les débits de boissons. Il aurait rendu la vie très dure à cette femme en la forçant à boire avec lui. Elle est morte à l'hôpital Lariboisière. Privé de ressources, Biloir est entré au bureau de placement où il a rencontré Jeanne-Marie Lemanard. Il l'a amenée rue Feutrier avant de déménager rue de Clignancourt, puis rue des Trois Frères. Chez Godillot, on confirme les détails fournis par le concierge. On les accentue même. La police de la Sûreté recherche activement si Biloir ne connaîtrait pas aux environs de Saint-Ouen une personne dans la maison de laquelle il aurait pu conduire sa maîtresse dans la matinée du 7 novembre en l'absence du propriétaire ou du locataire. Le crime aurait-il été commis à cet endroit? Les lecteurs du Petit Journal restent 10 jours sans nouvelles de la femme coupée en deux. Le mystérieux crime de Saint-Ouen cède la place à l'affaire de Charenton-Alfortville, au drame de Sèvres, au mystère de Billancourt. Les faits divers sordides ne manquent pas. Il revient le 17 décembre avec une découverte importante, et même décisive. La police a fait procéder à la vidange de la fosse d'aisance de l'immeuble de Biloir dans le but de trouver trace de la disparue. À minuit, plus de 500 personnes assistent à l'opération et 2 escouades de gardiens de la paix doivent tenir la foule à distance. Tout à coup, le bruit se répand qu'un des ouvriers vient de découvrir un énorme paquet de cheveux. Ce sont des cheveux noirs qu'on plonge immédiatement dans un seau d'eau, puis qu'on place dans un bocal. Quelques instants après, un autre ouvrier découvre des morceaux d'estomac et d'œsophage. Le commissaire Fouquetot ne quitte la rue des Trois Frères qu'à 2 heures du matin, mais à 8 heures, il est de retour et emporte les restes à la morgue. Le docteur Bergeron doit procéder à l'examen des fragments d'intestin découverts et comparer les cheveux avec ceux coupés à la morgue sur la tête de la victime. L'étau se resserre encore autour de Biloir, désormais détenu à la prison de Mazas. Car on se souvient qu'un voisin a entendu des cris dans la nuit du 7 novembre, sans doute la nuit où Jeanne-Marie Lemanard a été assassinée. Demain, 17 décembre, le suspect retrouvera le bureau du juge Brestel. Continuera-t-il à nier? Au Conservatoire des Arts et Métiers, dans le laboratoire du professeur Lhote, Bergeron, le médecin légiste, procède à une opération. Il prend les cheveux trouvés dans la fosse de la rue des Trois Frères et les plonge dans un bain de potasse, puis dans une chaudière pleine de thé. C'est le procédé employé par les coiffeurs pour rendre aux cheveux leur flexibilité. Ainsi nettoyés et revenus à leur état primitif, les cheveux de la fosse d'aisance sont en tout point semblables à ceux coupés sur la tête de la morte. Puis c'est l'analyse des restes, parfaitement conservés grâce aux matières ammoniaquées contenues dans la fosse. Sans doute les résultats de ces analyses sont-ils très concluants, puisqu'à la morgue, on enlève le masque de la morte.
L'inconnue serait donc Jeanne-Marie la Bretonne, assassinée par son amant Biloir, rue des Trois Frères. Mais comment a-t-il pu pratiquer cette horrible opération? Tuer une femme, l'ouvrir, la vider, la couper en deux sans qu'il reste la moindre trace de sang? Sans que personne n'entende rien dans un immeuble où les petits appartements se touchent de si près? Et personne ne l'aurait vu sortir avec ses 2 gros paquets sanglants? D'autre part, monsieur Jacob, chef de la sûreté, fait rechercher dans le quartier de Biloir si dans la journée du 7 novembre, il n'aurait pas acheté de la sciure de bois, car on en a trouvé une grande quantité dans les linges qui entouraient les 2 parties du corps. Une nouvelle inspection rue des Trois Frères montre que sommier et matelas ont été récemment lavés, le sol aussi. On fait venir des ouvriers parqueteurs pour enlever le parquet afin de découvrir s'il n'y a pas eu d'infiltration de sang à travers les fentes. Un architecte et le professeur de chimie sont présents lors de l'opération. Ce dernier frotte le parquet près de la fenêtre et met à nu de larges taches de sang qui réapparaissent malgré le grattage et un lavage à la potasse. Nous sommes en 1876 et nous assistons sans nul doute, chers auditeurs et auditrices, à la naissance de la police scientifique. Les parqueteurs enlèvent les planches. Le sang qui s'est infiltré par plusieurs fentes apparaît alors en traces assez nombreuses et même encore humides. Le docteur Bergeron recueille quelques gouttes de sang figées dans la poussière et les enferme dans un petit vase. C'est au tour du lit. Pas de traces de sang visible. On ouvre le matelas et le professeur Lott soumet la laine à une épreuve chimique ainsi que la toile du matelas, mais n'obtient aucun résultat. Quand les magistrats instructeurs descendent dans la rue pour monter dans leur fiacre, il y a là plus de 5000 personnes, et la foule augmente d'instant en instant. Le sang sous le plancher, les viscères et les cheveux dans la fosse d'aisance ne laissent aucun doute. Mais Biloir, dans sa cellule, n'est nullement au courant de toutes ces lugubres découvertes. Il mange, boit, dort bien et ne se préoccupe que d'obtenir le plus de bien-être possible. Il demande à chaque instant au geôlier de faire augmenter ses rations et de lui procurer du tabac et de l'eau-de-vie. Quand le juge Bressel lui annoncera les derniers rebondissements de son enquête, continuera-t-il à nier? S'interroge le petit journal qui, comme chaque jour, donne rendez-vous à ses lecteurs le lendemain pour de nouveaux détails. C'est le 20 décembre à 10 heures que Biloir est introduit dans le bureau de M. Bressel pour un interrogatoire décisif. Le petit journal ne dit rien de la présence d'un avocat. Le juge l'engage d'abord à avouer, mais n'obtient que les réponses habituelles. « Je ne sais rien, cherchez-la et vous la trouverez ». Il lui fait donc part des récentes découvertes faites à son domicile. Biloir reste une bonne minute sans répondre, puis affirme d'une voix tranquille, où ne pointe aucune émotion, qu'il ne sait rien de tout ça. On lui montre les cheveux, les entrailles, les lattes du plancher, mais rien à faire, ce n'est pas lui. Le lendemain, nouvel interrogatoire pour un même résultat. Biloir pleure à présent, mais se dit toujours innocent. Sans doute est-ce un moment de faire un portrait du suspect. Biloir est de taille moyenne, assez fort d'épaules. Ses cheveux grisonnants sont touffus et séparés par une raie à droite. Son visage est légèrement couperosé comme celui d'un homme qui boit. 3 fortes rides sur le front surmontent 2 sourcils assez clairsemés. La moustache est assez forte, grisonnante et tombe sur une large bouche. Le nez est gros, le menton fort disparaissant sous une barbe d'un mois. L'œil rond et cerné est dénué d'expression. L'ensemble de la physionomie annonce un homme sans intelligence et abruti par l'alcool. Biloir est né à Blécourt, près de Cambrai. Il est fils d'un bourrelier. Il est arrivé à Paris à 20 ans pour retrouver son frère maçon mort depuis. Puis il s'est engagé dans l'armée. Les témoins défilent dans le cabinet du juge d'instruction. L'un d'entre eux, marchand d'habits, affirme que le couple Biloir-Lemanard s'est disputé peu avant la disparition de celle-ci.
Mais le sous-officier nie. Ils étaient juste en froid parce qu'elle ne voulait pas se placer comme domestique, alors qu'il le fallait, parce qu'ils ne pouvaient plus vivre tous deux avec 70 francs par mois. Le suspect persistant dans ses dénégations, cette sale affaire disparaît peu ou prou des colonnes du petit journal. Quand elle réapparaît, on l'appelle désormais le drame de Clichy. Et le 6 janvier 1877, le rebondissement est de taille. Au cours d'un énième interrogatoire, dans sa cellule d'isolement cette fois, Billoir éclate en sanglots et avoue qu'il a tué Marie-Jeanne Le Manard. Le commissaire Jacob prévient aussitôt le directeur de la prison, devant lequel Billoir renouvelle ses aveux. Puis c'est le juge Bressel et le commissaire Fouquetot qui l'envoient chercher. Une nouvelle fois, il reconnaît être l'assassin et témoigne tous ses regrets d'avoir persisté si longtemps dans ses dénégations. Voici sa confession. Le 2 novembre, Marie Le Manard se rend au bureau de placement de la rue Saint-Denis pour s'inscrire. Elle y rencontre une compatriote bretonne et s'enivre avec elle. Quand elle rentre, complètement saoule, elle casse un verre auquel Billoir tient beaucoup. Il se fâche. Au moment où elle se baisse pour ramasser les morceaux, il lui donne un coup de pied si violent qu'elle reste étendue sans mouvement. Elle est morte. Le lendemain, il décide de se débarrasser du cadavre. Il la déshabille, verse par terre de la sciure de bois et lui ouvre le ventre avec un rasoir. Il vide le sang et les intestins dans une grande terrine jaune qui sert à laver la vaisselle et coupe la colonne vertébrale avec un ciseau à froid en frappant avec un marteau. Il lui coupe les cheveux avec le rasoir et des ciseaux et les jette en partie dans des égouts rue Cadet ou rue Rochechouart, il ne sait plus. Le reste des cheveux, les intestins et l'estomac, il les jette dans la fosse d'aisance. Puis le soir vers 9 heures, après avoir soigneusement empaqueté les deux parties du corps dans des jupes de toile, la moitié d'un jupon, et couvert le tout d'un waterproof, il porte la partie supérieure du corps à Clichy, en suivant la rue du Poteau à Montmartre et en passant par la poterne de Saint-Ouen. Il attache une pierre au paquet avant de le jeter. Il fait de même le lendemain avec la partie inférieure. Il nettoie ensuite l'appartement. Messieurs Bressel, Fouquetot et Jacob se retirent ensuite, écrit le petit journal, heureux de voir la justice triompher de l'entêtement du coupable, d'avoir enfin pu jeter une lumière complète sur ce drame mystérieux et de voir confirmer toutes les prévisions de leur expérience consommée. Les aveux de Billoir excluent la préméditation. Mais difficile d'imaginer que Billoir tue sa compagne d'un seul coup de pied dans le ventre. Il a dû la battre à mort. Difficile d'imaginer aussi qu'il la battait pour la première fois et pour un simple verre cassé. On apprend ensuite qu'il ne l'aurait pas frappée ainsi si elle ne menaçait pas de dire partout qu'il lui avait mangé son argent et qu'il la chassait parce qu'elle n'avait plus rien. Il y a dans la déposition du sous-officier contradiction de date. Il parle de la nuit du 2 au 3 novembre, alors que le voisin qui a entendu des cris évoque celle du 6 au 7 novembre. Témoignage confirmé par le rapport du médecin légiste qui parle d'un séjour de 12 heures maximum dans l'eau. On sait aussi que quand elle s'est inscrite au bureau de placement, Jeanne-Marie n'était pas sans le sou, mais devait posséder au contraire encore 200 ou 300 francs qui lui restaient de la succession de son mari. Par ailleurs, la police cherche toujours le marchand de sciure qui en a vendu une grande quantité à Billoir. Si elle le trouve, s'il a bien acheté de la sciure avant de tuer sa maîtresse, cela prouverait la préméditation dont la police est de plus en plus convaincue. Le 13 janvier, les époux Laurent, menuisiers près de la rue des Trois Frères, reconnaissent Billoir comme le client qui leur a acheté le 6 ou le 7 novembre une grande quantité de sciure pour expédier un cadavre en province. Mais Billoir prétend qu'il se l'est procuré au chemin de fer du Nord où il a été employé. Le procès de Sébastien Billoir
Vous avez remarqué comme ce n'est souvent qu'au moment du procès qu'on apprend le prénom du principal suspect? Le procès de Sébastien Billoire, donc, s'ouvre le 14 mars 1877 devant la cour d'assises de la Seine à Paris. De mémoire de greffier, on n'a jamais vu la salle des assises aussi rapidement ni aussi complètement envahie. On se montre parmi l'auditoire des notabilités de la diplomatie, de la finance et des arts. On se hisse sur les bancs, on se juche sur les moindres saillies pour jeter un regard vers la table des pièces à conviction où se détachent parmi un fouillis de hardes et d'objets disparates les bocaux renfermant les viscères de Jeanne Le Manard, le vase contenant sa chevelure et la tête en cire habilement moulée par Talrich. On se passe de main en main les plans de tous les étages de l'immeuble du 51 rue des Trois Frères que le Petit Journal a reproduit dans son édition de la veille. On attend 54 témoins à charge et 5 à décharge. L'accusé se reconnaît coupable de meurtre, mais l'accusation doit déterminer s'il ne s'agit pas plutôt d'un assassinat, c'est-à-dire d'un meurtre avec préméditation. L'avocat de la défense se nomme Maître Georges Lachaud, fils du célèbre avocat Charles Lachaud, surnommé le roi des assises. Mais le fils n'a pas la prestance de son père. On en apprend un peu plus sur Billoire. Entré dans l'infanterie en 1840, il quitte l'armée en 1869 à 50 ans. Il trouve à s'employer ici et là, mais il fréquente les cafés et débits de boissons. Il boit souvent outre mesure. Il est congédié de partout et vient à bout de l'héritage laissé par ses parents. Il travaille pour le bureau de placement du boulevard Poissonnière où il rencontre Marie-Jeanne Le Manard. Voici comment l'acte d'accusation la décrit. Lourde de corps et d'esprit, sans éducation, sachant à peine lire et écrire, elle est destinée à gagner péniblement sa vie. Alors qu'elle est servante au Mans, elle se marie avec un serrurier âgé et infirme qui meurt rapidement en lui laissant tout ce qu'il possède. Elle monte à Paris pour trouver une autre place de servante et rencontre son assassin. Le Petit Journal reproduit l'intégralité de l'interrogatoire de Billoire. Il ressort que c'est un alcoolique patenté doublé d'un joueur et qu'il se fait violent quand il est saoul. L'avocat général démontre qu'il n'avait pas d'autre ressource que l'argent de Jeanne-Marie. Billoire raconte la scène du crime en s'en tenant à sa version du coup de pied fatal dans le ventre le 2 novembre. Mais les conclusions du médecin légiste contredisent et la date du décès et le mode opératoire. La majorité de la presse prend position pour Bergeron, à l'exception notable du Figaro, qui a une dent contre le médecin légiste. L'avocat général, dès lors, harcèle l'assassin pour qu'il dise la vérité sur la préméditation, mais aussi sur ses habitudes d'ivrogne et de joueur. Mais Billoire récuse absolument tous les témoignages. Il termine le procès en larmes, mais ne cède rien. Après les réquisitoires, le jury délibère 20 minutes et revient avec un verdict de culpabilité qui entraîne la peine de mort. Il est le 11e condamné à mort de l'année. Son pourvoi en cassation est rejeté. Il envoie alors au président de la République un recours en grâce qu'il accompagne d'un volumineux mémoire rédigé dans sa cellule de la Conciergerie. Le Figaro l'a eu entre les mains et en reproduit les passages les plus saisissants dans son édition du 17 avril 1877, en respectant absolument la forme, affirme-t-il. L'assassin souhaite rétablir certains faits qui ne lui paraissent pas suffisamment éclaircis. Il affirme à nouveau que le crime a eu lieu le 2 novembre. Le transport du corps jusqu'à la Seine s'est fait ensuite en 2 jours. Il conteste les conclusions du docteur Bergeron puisqu'elles ne coïncident pas avec sa version. Il va jusqu'à critiquer le système des expertises médico-légales qui, selon lui, mérite d'être réformé. Car enfin, le médecin légiste est investi d'une très grande responsabilité. Pourtant,
L'infaillibilité humaine n'existe pas. Le médecin peut se tromper, il est sujet à l'erreur. Et Billoir frémit d'horreur et d'épouvante en pensant aux erreurs judiciaires qui ont pu se produire à la suite de rapports faits dans les mêmes conditions. Cet argument sur la faillibilité des légistes, Billoir ne l'invente pas. Les critiques contre les experts connaissent un certain regain en cette fin de siècle, notamment contre les experts parisiens jugés vaniteux et incapables de se remettre en question. Billoir s'en prend également à la presse à scandale qui salit tout ce qu'elle touche. Elle a été impitoyable pour lui. Sa mauvaise foi lui a causé le plus grand préjudice en inventant et dénaturant les faits, en publiant chaque jour une histoire plus effroyable et plus horrible encore que celle publiée la veille. La vérité, c'est qu'il a été pris d'un instant de folie furieuse et que jamais il n'a prémédité ce crime horrible. Jamais. Le maréchal de Mac-Mahon, président de la République, se révèle sensible aux arguments du meurtrier et commue la peine en travaux forcés à perpétuité, lit-on dans un premier temps dans quelques journaux. Mais dès le lendemain, on apprend que non, la peine n'a pas été commuée. C'est encore une fausse nouvelle. Billoir est exécuté le 27 avril 1877, place de la Roquette à Paris. Cette même année paraît chez l'éditeur parisien Claverie un roman de Louis Noir et Jules Beaujon intitulé La femme coupée en morceaux, très inspiré du drame de Saint-Ouen. J'aurais pu intituler cet épisode La femme coupée en morceaux. Malheureusement, l'histoire criminelle compte un très grand nombre de corps de femmes anonymes ainsi découvertes. Beaucoup ne sont jamais identifiés. On peut donc saluer le méticuleux travail des policiers parisiens qui a permis d'identifier le coupable. Vous avez sans doute remarqué que le mobile du crime n'est pas abordé, ni dans les journaux, ni au cours du procès. Billoir aura tué Jeanne-Marie Le Manard pour un verre cassé. Il l'a tuée parce que cette fois, il a frappé plus fort que les autres. Il l'a battue à mort. C'est tellement banal que ces messieurs de la presse, de la police et de la magistrature ne cherchent pas le pourquoi, mais le quand et le comment. Comme souvent, on en sait peu sur la victime, seule place qu'une femme peut tenir dans les faits divers de cette sorte. Si vous voulez en savoir plus sur Jeanne-Marie Le Manard, je vous conseille de lire l'article en ligne que lui a consacré Bruno Bertherat, cité en description de cet épisode. En historien, il est allé aux sources et a retracé son passé, sa trop courte vie, avant qu'elle ne meure sous les coups de son amant. Cette histoire vraie s'est écrite comme les autres grâce aux sites Gallica et Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Vous trouverez toutes mes sources en description de cet épisode. Vous y trouverez aussi un lien vers ma page Tipeee pour me soutenir financièrement et me permettre d'écrire de nouvelles histoires. Ce podcast vous est proposé par Sandrine Brugot. S'il vous a plu, merci de le faire connaître en le partageant, le commentant et en l'étoilant. À bientôt sur Toutouille.